Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, un retour sur la visite de la délégation du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Samedi, les ambassadeurs auprès de l'ONU ont été reçus par plusieurs acteurs politiques de la majorité et de l'opposition ayant participé ou non au dialogue national. Profonde crise économique en Égypte. La Banque centrale égyptienne ne dispose plus de devises étrangères suffisantes. Des mesures d'austérité ont commencé à être mises en place afin d'obtenir une ligne de crédit de la part de bailleurs internationaux. La Côte d'Ivoire a répondu à l'appel de la COP22. Le leader économique de la région ouest africaine propose plusieurs solutions environnementales. Le pays ambitionne notamment de contribuer à l'effort écologique international en réduisant ses émissions de carbone à hauteur de 28% à l'horizon 2030. Transition politique en République démocratique du Congo. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a annoncé lundi sa démission pour permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition en application d'un accord sur le report de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Le pouvoir et une partie de l'opposition ont paraphé le 18 octobre un texte prévoyant le report de l'élection à une date indéterminée, au plus tôt fin 2017, dans le cadre d'un dialogue national. Le document prévoit la formation d'un gouvernement d'unité nationale dirigé par une personnalité issue de l'opposition. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est par ailleurs rendue en République démocratique du Congo ce 12 novembre pour une mission consacrée à la crise politique et aux solutions pour y remédier. À l'occasion d'évaluer la crise vue par les acteurs et surtout d'appeler au sens des responsabilités et à un processus plus inclusif. Les précisions d'Habib Faye. Délégation du Conseil de sécurité est en République démocratique du Congo depuis le 13 novembre. Objectif, concilier les positions des acteurs du dialogue politique et instaurer un climat favorable à la stabilité du climat sociopolitique. Car, depuis janvier 2015, l'opposition et les mouvements citoyens congolais ont multiplié les manifestations contre le président Joseph Kabila pour exiger son départ à la fin de son mandat constitutionnel le 20 décembre 2016. Le président de la République a dévoilé son plan machiavélique devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir celui de vouloir modifier la Constitution pour rester président à vie. Et en comparant même, en citant les pays voisins qui ont violé leur Constitution, donc lui il veut montrer, et cela ne faciliterait jamais les choses. Je pense que ça viendra encore motiver les jeunes de la lucha, Philippi, de la société civile, du rassemblement et de toute personne qui pense que seule la démocratie est le chemin que nous devons emprunter pour développer notre pays. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont rencontré plusieurs acteurs de la société congolaise à Kinshasa. L'objectif était de vérifier l'application de la résolution 2277 qui invite la Commission électorale nationale indépendante à publier un calendrier complet révisé couvrant la totalité du cycle électoral. Selon l'exécutif, l'accord politique du 18 octobre doit être considéré comme le référentiel qui doit guider l'action de la communauté internationale pour conduire toutes les parties à un compromis. La position, c'est vrai, elle est très tranchée, mais ce qui est évident, c'est que l'opposition qui n'a pas participé au dialogue a laissé quand même une ouverture. Et l'ouverture, c'est laquelle? C'est que cette frange de l'opposition accepte la voie empruntée par la CENCO, donc qui regroupe l'ensemble des évêques catholiques congolais. C'est là qu'on prouve à suffisance que même cette frange de l'opposition est encore ouverte. C'est question vraiment que l'on puisse comprendre et tenir compte de ces exigences. À ce moment-là, elle aussi pourrait faire certaines concessions et je pense qu'on trouverait un terrain d'entente. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 et son mandat expire le 20 décembre. La Constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État est resté silencieux sur ses intentions et son avenir politique. Selon les conclusions de l'accord politique, un premier ministre issu de l'opposition doit être désigné dans les prochains jours. Relance de l'économie égyptienne. La Banque centrale d'Égypte vient de recevoir des fonds de la part de bailleurs internationaux. Ce pays d'Afrique du Nord souffre d'une forte faiblesse du niveau des réserves, ce qui l'a amené à faire flotter le cours de change de sa monnaie locale et à réduire la subvention des hydrocarbures. Corinne Kandam.
La Banque centrale d'Égypte a reçu 2,75 milliards de dollars du Fonds monétaire international ce vendredi 11 novembre 2016. C'est la première tranche d'un prêt d'un montant total de 12 milliards de dollars que l'institution internationale a octroyé au gouvernement égyptien afin de soutenir le programme de réforme économique qu'a entrepris le pays. Selon Tarek Amer, gouverneur de la Banque centrale égyptienne, cette tranche contribuera à rehausser les réserves de change du pays, les portant à 23,5 milliards de dollars. La situation économique égyptienne est extrêmement fragile due à ces crises de ces dernières années. L'Égypte, c'est une pièce stratégique pour le FMI, pour le monde entier, puisque c'est un pays qui a un poids géopolitique considérable. Et c'est pour ça qu'on prend soin de l'Égypte malgré les difficultés. C'est-à-dire que le FMI, en accordant les 12 milliards de dollars de prêts, c'est un ballon d'oxygène pour le pays. En août 2016, le Caire a accepté le soutien conditionné du FMI afin de faire face à l'envolée du déficit budgétaire, à la chute des réserves de change et au développement du marché noir des devises. Le versement du reste du prêt sera échelonné en fonction des 5 audits prévus par l'accord passé entre l'Égypte et le Fonds monétaire international. Une équipe du FMI qui vient étudier avec évidemment tous les responsables, les acteurs clés de ceux qui contrôlent l'économie du gouvernement. C'est une manière de ne pas donner de l'argent sans contrepartie ni suivi. Cet argent doit être utilisé dans ce type de situation pour aider le pays à en tout cas résoudre un certain nombre de problèmes pour se sortir de la situation de crise. Ce programme permettra à l'Égypte de rétablir sa compétitivité, favoriser la croissance économique et créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables. Les pays africains en quête d'énergie renouvelable. Après avoir inauguré en octobre 2013 le plus grand parc éolien d'Afrique subsaharienne à Achegoda dans le nord de l'Éthiopie, le pays mise sur l'énergie propre afin d'alimenter son développement économique tout en limitant l'impact sur l'environnement. Le Kenya mise également sur l'éolien avec le parc du lac Turkana qui doit abriter une centrale de 300 MW avec 365 éoliennes de 850 kW de puissance unitaire. Lancé en juillet 2015, le parc devrait fournir 310 MW à l'été 2017, soit environ 20% de l'énergie du Kenya. L'éolien est donc en plein essor sur le continent. De façon globale, les enjeux des énergies renouvelables cristallisent le débat en Afrique. La Côte d'Ivoire s'est par exemple engagée dans la transition écologique, une démarche que le pays a tenu à rappeler par la voix de son président Alassane Ouattara, qui participe actuellement à la COP22 de Marrakech au Maroc. Les précisions de Siamlo, Victoria Sedje. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge des négociations sur le climat qui réunissent depuis le 7 novembre au Maroc 195 États parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le président Alassane Ouattara a rejoint les négociateurs ivoiriens ce 13 novembre à Marrakech, symbolique de sa pleine adhésion à la réduction des gaz à effet de serre. C'est un plaisir renouvelé d'être ici donc à Marrakech à l'occasion du sommet de la COP22 qui fait suite à la COP21 qui a vu la signature de l'accord de Paris. Nous l'avons ratifié, je l'ai promulgué et par conséquent nous sommes parmi les premiers signataires de cet accord qui est important pour l'humanité. Et le fait que cela se tient au Maroc est un signe important. Tout le monde connaît l'engagement de Sa Majesté dans tout ce qui a trait à la préservation de la nature et de l'humanité. Avec un seuil de pollution égal à 0,23% par habitant, le pays envisage réduire jusqu'à 28% ses émissions de carbone à l'horizon 2030. Les INDC, ou contributions nationales déterminées de la Côte d'Ivoire, veulent mettre l'accent sur la durabilité des ressources agricoles et de nouvelles méthodes de traitement et de revalorisation des déchets. Vous avez tout simplement le secteur de l'agriculture, le secteur des déchets, l'énergie par exemple, qui vont être prises en compte à travers des projets structurants. Et aujourd'hui où nous parlons, nous sommes en train de faire la compilation de tous nos projets structurels, secteur par secteur, que ce soit l'énergie, le transport, l'agriculture,
Pour l'instant, la Côte d'Ivoire a pris le devant. La Côte d'Ivoire a déjà envoyé une mission en Corée pour rencontrer l'administration du Fonds vert pour le climat parce que nous voulons être prêts. Au moment où ces financements-là seront mis en place, il faut que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Le pays marque ainsi son adhésion à la COP de l'Action. Depuis le 25 octobre dernier, la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord de Paris qu'elle a signé le 22 avril 2016 en France. Plus de 100 projets directeurs seront présentés dans le cadre de la négociation du Fonds vert. Grâce à ces initiatives, la locomotive économique de la sous-région ouest-africaine ambitionne se positionner comme un leader en matière de solutions environnementales. Cannes de tennis 2016. Le Maroc a remporté la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de tennis senior disputée du 7 au 13 novembre à Nairobi au Kenya. Les joueurs marocains ont remporté 4 médailles d'or sur 6 possibles. En simple homme, le titre africain est revenu à Amin Aouda, alors qu'en double dame, c'est le duo Guita Atik Diaye Yardi qui a été sacré vainqueur du métal jaune. Aux épreuves masculines par équipe, le titre africain a été remporté par Amin Aouda, Dijdi, Yassine Idm Barek. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.